Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans la colle, on va rêver parce qu'on va parler d'un truc dont tout le monde, à un moment ou un autre dans sa vie, a rêvé justement, c'est de faire le tour du monde. Et avec Florence, c'est exactement de quoi on va parler. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, pour donner quelques chiffres, c'est 257 102 kilomètres avec 201 000 conducteurs. 4201 conducteurs. J'ai du mal. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec les chiffres. Capitaine, pilote, tous les moyens de transport confondus, ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu as fait le tour du monde en autostop. Mais tu vas nous raconter tout ça justement. Est-ce que en quelques mots, tu veux bien te présenter? Je m'appelle Florence Renaud et je suis la première femme à avoir réalisé le tour du monde en stop uniquement. Donc première. Ouais, c'est ça. Okay. Donc je suis passée par tous les continents. En autostop, bateau stop, avion stop même, hélicoptère stop même. Oh, trop bien ça. Donc voilà, pirogue stop. Et ça m'a pris 8 ans, alors que j'avais prévu de partir 2 ans à la base. Je suis partie en 2013, donc d'Orléans, vu que c'est ma ville natale. Ouais. Et je suis revenue là cet été 2021. Alors, il y a un truc quand même assez joli dans l'histoire, c'est que tu es revenu un 14 juillet. C'est-à-dire que tu pars de France, tu fais tout le tour du monde, tu mets 8 ans à faire le tour du monde, tu reviens un 14 juillet. C'est joli l'histoire. En plus, c'était pas fait exprès, je devais revenir le 13 juillet et en fait, l'autostop, c'est vraiment difficile en Espagne. Ah. Et donc, je me suis retrouvée bloquée et j'ai mis une journée de plus. Et donc, je suis arrivée le jour du 14 juillet. Non, mais l'histoire, elle est super belle. Finalement, moi, alors j'ai 3 milliards de questions sur ça. Ma première question, c'est sur la genèse. C'est-à-dire que à quel moment tu dis j'y vais? En fait, il y a eu plein de petits déclencheurs. En fait, c'était vraiment un rêve que j'avais depuis hyper longtemps. Hyper longtemps, ça veut dire quoi? Depuis que j'ai le souvenir, j'avais 11-12 ans, quand j'en avais parlé avec une amie, on voulait le faire ensemble en vélo, à l'époque. Ok. Donc moi, je me souviens de cette conversation-là, est-ce que c'était d'avant, je sais pas, mais en tout cas, vers 11-12 ans, c'est sûr que je l'avais, ce rêve, et après, en fait, je l'ai vraiment repoussé d'année en année, etc. À 18 ans, faut que je fasse mes études, après mes études, faut que je travaille. Il y a les contraintes de la vie. Il y avait pas d'argent, il y avait pas de temps, etc. Voilà, les 2 excuses à chaque fois. Et après, et à 27 ans, en fait, il y a eu plusieurs trucs déclencheurs. Donc moi, j'étais journaliste, reporter d'images pour France 3. D'accord. Mais j'étais en freelance pour eux. Et à un moment, pendant 4 mois, ils ont arrêté d'appeler tous les freelances parce qu'ils avaient décidé de faire une restriction budgétaire. Ouais. Et en fait, j'ai eu 4 mois où j'ai commencé à chercher du boulot ailleurs. Et en fait, c'est ces 4 mois où je me suis dit, mais en fait, non. En fait, j'ai pas envie de chercher du travail. Ce que je veux faire, c'est de faire le tour du monde. Ouais, donc, il y a eu ce truc-là déclencheur. Il y a eu, je me souviens, un repas aussi avec des collègues, un midi où je m'entendais pas dire pour la 1001e fois, moi, j'ai envie de faire le tour du monde. Comme je disais en intro, tout le monde l'a rêvé à un moment ou un autre dans sa vie. Ouais, mais en fait, j'ai eu ce moment où je me suis regardée de l'extérieur et je me suis dit, non, mais en fait, là, c'est la honte. C'est bon, ça fait la 1000e fois que je raconte à des gens que je vais faire le tour du monde. À un moment, soit tu te lances, soit tu te tais, quoi. Ouais. Donc voilà, et je me suis dit, et le soir, je suis rentrée chez moi de ce déjeuner avec des collègues, et je me suis dit, bon, c'est bon, je me fixe une date, et puis à partir du moment où je me suis fixé une date dans ma tête, ça y est, ça devenait un projet, parce qu'il y avait une date de fixer, et voilà, je m'étais dit, 3 mois... C'est un grand truc de la gestion de projet, hein, mettre des deadlines, et puis... Ah oui. Voilà, ça a très bien marché pour moi, et en plus, c'est drôle, parce que donc c'était fin mars, donc je m'étais fixé le 1er juillet, et donc ma première recherche, ça a été de chercher un bateau stop, donc pour quitter la France, pour traverser l'Atlantique, parce que j'avais déjà fait de l'autostop, mais pas de bateau stop. Je me suis dit que ce serait le plus difficile. Je me suis dit, on va commencer par le plus difficile, et il se trouve que j'ai
trouvé quelqu'un en bateau stop qui m'a demandé viens au Sable d'Olonne le 1er juillet. D'accord. Comme ça, mais comment tu l'as trouvé? Par internet, en fait, il y a des sites internet on va dire de covoiturage, si on peut appeler ça comme ça. Okay. Normalement, c'est payant. Ils demandent une participation, mais en fait, ça arrive des fois que ce soit gratuit. En fait, là, c'était un skipper professionnel qui devait livrer un bateau tout neuf construit en France. Il devait le livrer au Brésil. Ah donc ouais, lui, en il plus, était payé. c'était pas une coque de noix, c'était un beau bateau, a priori. Ah alors. oui, bah oui. C'est un bateau qui valait des millions. Donc, Ok. ouais. Il y a pire, hein, tu me diras. Ouais, c'était un bateau à 1 million. Et, donc on devait lui, il était payé pour le convoyer jusqu'au Brésil et il cherchait 2 bénévoles. Ok. Donc il y a eu moi et puis il y a eu un autre gars, on est parti à 3. Mais t'avais jamais, enfin, t'avais fait du bateau à un moment dans ta vie? Non, j'avais jamais fait de, voilà. Parce que la Loire, je vois à peu près, mais au-delà. Non, j'avais jamais navigué et d'ailleurs du coup j'ai réalisé. Tu traverses l'Atlantique, c'est un truc de fou quand même. Bah un peu, ouais. Non, mais vraiment. Surtout qu'en plus, par exemple, je savais pas que j'avais le mal de mer. Alors moi, le truc, donc ça a été vraiment dur parce que c'était quand même 1 mois de mal de mer, ça s'est jamais arrêté. Ouais. Et par contre, moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était de vivre avec 2 personnes que je connaissais absolument pas dans un espace restreint pendant 1 mois, parce que c'était quand même 5 semaines la traversée. Et ça peut ressembler à une tragédie grecque, hein. Et en fait, à ce niveau-là, ça s'est hyper bien passé. En fait, pas du tout de souci de vivre dans un espace clos avec 2 personnes. Heureusement, c'est bien entendu tous les 3. Ouais. Mais ouais, par contre, parce que s'ils te foutent par-dessus bord au milieu de l'Atlantique, c'est pas bon, hein. Et on est d'accord. Et ouais. Ou si on veut s'éviter et qu'on se dispute tout le temps, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Mais non, en fait, ça s'est bien passé, à part le mal de mer. Ok. Finalement, après, je disais, j'ai 3 milliards de questions, mais ce qui est intéressant, c'est aussi tous les gens que tu as rencontrés. Parce que quand je disais, alors je me suis emmêlé les pinceaux dans les chiffres, mais 4201 personnes, ça veut dire qu'en plus de ça c'était que les conducteurs, on va dire ceux qui t'ont fait bouger d'un point A à un point B. Donc tu multiplies ça par 10 et tu dois avoir le nombre de gens que tu as rencontrés dans ces 8 ans. C'est hyper, c'est incroyable comme expérience, ça, non? Ouais, c'est sûr. Bah après, il y a toutes les personnes aussi. Il y a des centaines de personnes qui m'ont hébergé chez elles, parce que la plupart du temps, je dormais quand même chez l'habitant. Yes. Voilà, des gens que j'ai rencontrés dans la rue, des gens que j'ai rencontrés dans des auberges, des gens que j'ai rencontrés, enfin. Un peu comme dans J'irai dormir chez vous. Tu sais, là, c'est une série télé. Ouais, sauf que moi, je demande pas aux gens de m'héberger, ça se fait naturellement. Je me fais inviter. Les gens m'invitent spontanément, et s'ils m'invitent pas, bah, je dors sous ma tente ou je dors à l'auberge, quoi. Mais oui, c'est clair que j'ai croisé des gens vraiment différents, avec des visions vraiment différentes. Ouais. Des gens, c'est aussi amusant en fait quand je raconte mon histoire, les gens ont vraiment des réactions mais complètement différentes, quoi. Et en fait finalement ça révèle juste un peu qui ils sont et voilà, à travers leurs réactions. T'en as 2-3 comme ça qui te viendraient en tête, des rencontres incroyables ou pas d'ailleurs, ou juste des gens ordinaires? Mais il y avait un médecin au Mexique qui soignait des populations indigènes gratuitement. D'accord. Il fait ça depuis 50 ans. Waouh. Et en fait, il arrivait à vivre juste avec des gens qui disaient ton projet il est génial et qui lui supportaient, qui lui donnaient des donations. Donc c'est un peu dingue et un peu culotté quand même de se dire voilà, de vivre comme ça. Je l'ai suivi pendant une journée pour aller soigner les gens dans les villages et tout. Il y a eu quoi d'autre? Bah, je me souviens. Bah, en fait, après, c'est en Alaska. Mais en Alaska, toutes les rencontres, elles sont un peu folles parce que tous les gens, c'est un peu des aventuriers. Oui. J'étais pris en stop par un gars en voiture et qui me disait, genre, le plus naturellement du monde. Ah oui, moi, j'ai fait un voyage. J'ai descendu le Yukon. Je suis arrivé jusqu'en Alaska. Je suis arrivé dans un village indigène. Je suis tombé amoureux. Je me suis marié avec une dame. On a vécu pendant 15 ans dans ce village-là. Et en fait, souvent en Alaska, les gens avaient tous des histoires de chasse ou d'histoires dans la nature complètement dingues. Voilà, c'est deux histoires qui me viennent à l'idée. Ouais, parce que, enfin, je sais pas si on l'a dit d'ailleurs, mais tu t'es fait 60 pays. Donc effectivement, tu vois des cultures complètement différentes. Là encore, d'un point de vue choc culturel, enfin, ça doit faire quelque chose. Quoique, comme tu y vas progressivement, finalement, bah, je sais pas, si vous pourrez regarder d'ailleurs, je mettrai le lien du blog de Florence. On peut y voir la carte
de tout ton trajet. Bon, rien que regarder la carte par où t'es passé, c'est juste incroyable. Mais justement, tu descends, à un moment, tu descends l'Amérique du Sud. Donc, au fur et à mesure, finalement, t'as le temps de t'acclimater. Ouais. En fait, grosso modo, je me prenais un choc culturel, je sais pas, tous les 1 ou 2 ans. En fait, ça dépendait. Je me souviens, par exemple, quand je suis arrivé au Brésil, c'était un gros choc après un mois de mer. Ouais. Quand je suis arrivé, pareil, la transition qui est dingue entre, donc l'Amérique latine, ça reste l'Amérique latine, même si chaque pays est différent, mais il y a quand même quelque chose de commun. Ouais. Quand je suis passé du Mexique aux États-Unis, ça c'est complètement dingue. La frontière, tous les barbelés, Oui. on traverse ça et boum, on est en quelques minutes, on est dans un autre monde, quoi. Donc ça c'était bizarre. Après tout le côté anglophone, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, finalement ça restait quand même voilà, anglophone, occidental, et après à nouveau un choc en arrivant en Asie. Oui. Et après il y a eu un nouveau choc entre l'Asie, en sortant de Chine pour arriver dans les pays en stan. Oui. Kazakhstan, etc. Donc ça ressemble beaucoup à la Russie. Moi j'ai l'impression d'être revenu en Europe d'un coup. Donc pareil, cette frontière-là en 5 minutes c'est hyper différent. Voilà. Et après, non, après l'Afrique, c'était, non, parce qu'il y avait le Moyen-Orient, donc il y avait la transition doucement vers l'Afrique, donc ça, c'était progressif. J'en reviens pas de dire toujours que c'est incroyable et incroyable et incroyable. Justement, t'as la perception du fait que ce soit complètement hors norme et complètement incroyable. Déjà, en le faisant, est-ce que t'avais l'impression de faire un truc incroyable? Non. Parce qu'en fait, moi, je vois pas, c'est incroyable quand on voit le truc dans son ensemble, mais pour moi, je vivais le truc au quotidien, donc pour moi, faire 200 km en stop, une journée, enfin, ça n'a rien d'incroyable. Ouais. En fait, ce qui est incroyable, c'est de l'avoir, 200 km, plus 200 km, plus 200 km, plus 200 km pour arriver à 250 000 km. Ouais, 257 000. Ben non, mais oui, avec en plus un truc, c'est que t'es jamais revenu. C'est-à-dire que il y en a pas mal qui font un tour du monde, mais à un moment ou un autre, ils repassent par la France, etc. Là, c'était vraiment sans discontinuité. Et derrière tout ça, alors ça c'est mon passé d'économie ou d'économiste. C'est quoi le modèle économique derrière tout ça? Comment on fait pour vivre pendant 8 ans? Alors j'avais un budget de 10 € par jour. Donc ça me fait 300 € par mois. Ça dépend où t'es, mais il y a des endroits, c'est pas lourd. Eh bien, ouais, alors je sais que du coup, après toi, au Japon, t'es passé par le Japon? Ouais, et ben en fait, j'ai fait 10 € par jour dans tous les pays. Du coup, c'est pas hyper logique parce que peut-être que, après coup, je me dis peut-être que j'aurais pu faire parfois 6 € et ailleurs 14 €. Mais comme je savais jamais combien de temps j'allais rester et que pour moi, 10 € c'est ce qui est le plus facile à calculer pour convertir en monnaie étrangère. Oui. J'ai quand même gardé ces 10 €. Donc oui, il y a des pays où c'était vraiment compliqué et il y a des pays où c'était confortable. Donc voilà, donc grosso modo, après en arrondissant, etc., on va dire, allez, 4 000 € par an. En gros, mon budget. Donc voilà, et j'avais économisé 20 000 € avant de partir. Ok. Et le reste, je l'ai gagné sur la route. J'avais fait un PVT en Nouvelle-Zélande et un PVT en Australie. Donc permis vacances-travail. Ah, yes. C'est un programme en fait pour avoir un visa de travail pour les moins de 30 ans. Ouais, ok. Donc voilà. Donc à l'époque, j'avais pu avoir ces visas-là. Et après, fait quoi comme boulot? En Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé 3 mois dans une ferme dans les montagnes. D'accord. Avec les moutons? Non, avec des vaches laitières. Ah d'accord. Okay. Et avec des petits veaux. Et après, j'ai passé 2-3 mois dans un vignoble en Australie, dans le désert. D'accord. Et voilà. Et après, j'ai fait des travaux freelance, photos, vidéos et des conférences au cours de mon voyage. Ouais. Parce que là aussi, vous verrez sur le blog. Mais quand tu dis, avant tout ça, j'étais reporter d'image. Enfin, t'as continué à être reporter d'image parce que vu la qualité de ce qu'il y a sur ton blog en termes d'images, de vidéos, etc. On voit qu'il y a un peu de métier derrière quand même. Tu sais à peu près de quoi tu parles quand tu. Voilà. Ouais. Alors après, moi en fait, j'ai quand même gardé ce truc avec la photo et la vidéo. J'ai commencé à alimenter mon blog avec de la photo et de la vidéo. Après, moi, je voulais quand même sortir du prisme. Journalisme, dans le sens où je parlais juste moi personnellement de mon. J'ai pas fait des reportages quoi. Je parlais moi de mon expérience et pareil tout ce que j'ai fait en freelance. J'ai fait un reportage pour une télé canadienne, mais le reste c'était plus des vidéos promotionnelles pour des compagnies, pour ci pour ça. Ouais, d'accord. Oui, d'accord, je comprends. Mais justement, alors qu'est-ce qu'on prend dans ces bagages quand on part 8 ans? Quand on part 8 ans, qu'est-ce qu'on prend dans ces bagages? Eh ben, on prend. Et puis, tu vois, tu bouges, donc t'es itinérante.
Donc tu peux pas te trimballer, je sais pas, 50 kilos de bagages, quoi. Bah, j'avais quand même 22 kilos, ce qui est quand même assez énorme. Ouais. J'avais donc mon petit sac à l'avant avec donc les papiers, passeport, tout ça, mon ordinateur, mon appareil photo, et dans mon grand sac, j'avais une bouteille d'eau et ma veste de pluie. Ça, c'est le petit sac que j'ai toujours. Ok. Et après, dans mon grand sac, j'avais des habits pour une semaine. J'avais donc sur mes pieds, j'avais mes chaussures de rando. En plus, j'avais une paire de tongs et une paire de petites tennis. J'avais une trousse de toilette. J'avais quoi d'autre? C'est tout, hein. Mais ça veut dire on peut vivre avec 22 kilos de bagages. Ah oui, mais je pense que j'aurais pu même faire moins au niveau du poids. Ok, non mais enfin voilà, pour tous ceux, tu sais, il y a une grande tendance où justement à la frugalité et où on essaie de réduire ses possessions, etc., etc. Pendant 8 ans, finalement, ça a été ça pour toi. Ouais, bah après ça se fait aussi naturellement. Je pense que j'ai diminué par rapport au début de mon voyage, et dans les 6 premiers mois, il y a eu déjà une diminution parce qu'en fait, quand ces affaires, on doit les porter. Voilà. comprends ta douleur. On n'achète rien parce qu'on n'a pas envie d'acheter, parce qu'on sait qu'on va devoir le porter. Ouais. Quand j'achetais quelque chose, ça veut dire que je me débarrassais d'autres choses. Voilà. J'achetais jamais, je gardais Ouais, jamais je pouvais pas garder 2 choses, quoi. Alors il y a, tu le disais, t'es partie toute seule à l'aventure, et les 4 premières années, t'as été toute seule. Mm-hmm. Bon, en fait, j'ai jamais été vraiment toute seule. Parce que j'ai rencontré plein de monde en voyage. Ouais. J'ai voyagé avec beaucoup de monde. Donc franchement, je pense que quand même la majorité de mon voyage, j'ai voyagé avec des gens. Ok. Beaucoup. Alors, je reviendrai sur cette 4e année et la rencontre que tu fais en 4e année. Sauf si tu veux pas en parler, mais voilà, il y a un point intéressant. Ça me fait penser à un truc quand même. T'es allé dans des endroits qui peuvent craindre un petit peu. Mm-hmm. Et tu peux te retrouver, tu te retrouves face à l'altérité, hein, face à l'humain dans sa plus grande splendeur, et aussi face à la nature dans sa plus grande splendeur. Donc, comment on fait pour pas avoir les pétoches tout le temps? Déjà, je suis pas trop heureuse à la base. Ouais, bah, déjà pour se balancer dans une aventure comme ça, il faut pas être une grande angoissée de nature, hein. Non, bah en fait ça dépend. Bah en fait quand c'était dans la nature, Parce qu'elle est hostile la nature quand même, et puis t'es allé dans des coins un peu sauvages. Ouais, en fait, je suis surtout allée dans des... Bah, en fait, il y a des moments dans la nature où je me suis fait vraiment peur, mais c'était plus, en fait, des erreurs. En fait, quand j'y repense après, c'est vraiment des erreurs de débutante. Parce qu'en fait, c'est des paysages ou des types de nature que je connaissais pas. Voilà, j'ai jamais été... Par exemple, j'ai été plusieurs fois face à des grizzlies. Bon, ça m'était jamais arrivé avant, donc je savais pas comment réagir, ouais. De se retrouver face à un hippopotame. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs de marcher sur un glacier sans chaussures à crampons. Il y a plus de morts par hippopotame que par je sais pas quoi. C'est hyper dangereux, les hippopotames. C'est l'animal le plus dangereux d'Afrique, ouais. Ouais. Et voilà, traverser un cours d'eau, on se dit, oh, c'est bon, je traverse un cours d'eau, mais en fait, pareil, c'était un cours d'eau hyper fort. J'ai cru que j'allais pas réussir, j'arrivais pas à sortir, en fait, du cours d'eau tellement le courant me poussait. Donc voilà, donc j'ai fait plein d'erreurs de débutants, mais en fait quand on est dans la nature, en fait dans ces moments-là, en fait on a peur, mais en fait vu qu'on est dans un truc de survie, il y a un petit côté Mike Horn, ouais. Ouais, bon il a fait des trucs plus extrêmes quand même, mais ouais je sais pas, en fait c'est plus après coup où on se dit oh là là j'ai vraiment eu chaud, j'étais complètement folle, voilà. Et après quand c'est par rapport à des humains, en fait moi j'ai toujours ce truc par rapport aux humains de me dire bah en fait après à moins de tomber sur un psychopathe, et là c'est pas de chance, mais il y a toujours un moyen quand même de parler et d'arriver à raisonner les gens ou d'entrer dans leur délire et d'essayer et moi j'ai toujours réussi en fait avec les gens à réussir à rentrer dans leur dans leur jeu, ou leur faire comprendre ma façon de à désamorcer les situations. Ouais, désamorcer les situations. Ouais. Donc voilà, après le truc c'est en fait je pense l'idéal en fait c'est quand on a peur, c'est d'exprimer sa peur. Déjà ça les amorce pour soi-même et ça fait prendre l'autre s'en rend compte en face, et il s'en était pas exactement rendu compte en fait. Il y a plein de moments où je dis ouais vous me mettez vraiment super mal à l'aise à cause de ça, vous me faites je dis pas vous me faites peur, mais vous me mettez mal à l'aise à cause de ça. Et ça arrivait plein de fois que les gens en face étaient là ah bon mais ah bah désolé je m'étais pas rendu compte. Puis il peut y avoir des incompréhensions culturelles aussi. Aussi tout bêtement. De culture, de langage, de plein de choses. Ouais. Justement, t'as fait tout en anglais. Tu parles l'anglais, tu parles français? Non, bah en fait il y a plein de... Non, je parlais anglais et allemand. D'accord. Parce que j'ai habité en Angleterre et en Allemagne, mais je parlais pas du tout espagnol, ça je l'ai appris en Amérique latine. D'accord.
Voilà, j'ai appris sur le tas et après je me suis débrouillé avec avec 4 langues, c'est quand même pas mal, français, anglais, allemand, espagnol. Et après juste en Asie, c'était un peu plus Asie et les pays arabes. Voilà. Dès que tu commences à sortir un peu des sentiers battus, effectivement, ça peut être compliqué. Ouais. T'as mangé des trucs un peu bizarres ou pas? Ouais, plein. J'ai mangé quoi? Ah, si, je me souviens de ce truc-là. J'avais vu c'était au Cambodge, j'avais demandé pour acheter un œuf dur, c'est dans la rue, hein, j'ai acheté un bol de riz, des petits trucs, un bol de riz avec un œuf dur. Et en fait, je casse l'œuf et j'ouvre, et en fait, c'était un fœtus. Et il avait... Mais c'était fait exprès ou... Mais oui, c'est fait exprès. En fait, il les garde. Il garde les fœtus et après il les mange. Et en fait, il mange les fœtus. Ça fait des protéines, mais bon... Ah bah oui, très certainement. Mais ça, en fait, ça avait un goût beau. Alors du coup, j'étais désolée pour le fœtus, donc du coup, je l'ai pas mangé. J'ai juste goûté un tout petit peu le jaune, qui a un goût de jaune, mais genre beaucoup plus fort. Après, non, ça m'écoeure trop. Il y avait commencé à avoir le pelage là, les poils sur les, enfin les plumes sur les ailes, ouais. Ok, donc ça, bon, pas moyen, on va dire. Ouais, pas terrible. D'autres trucs. Du fromage, des trucs que t'as regretté a posteriori d'avoir mangé. Ouais, des boules de lait de jument fermenté en boules. En fait, c'est des boules qui sont dures. C'est des boules de fromage. Ouais. Ils vendent ça comme ça, mais c'est pas du tout au frais tout ça. D'accord. Voilà. Ça, je le conseille pas. Courroute. Et tu vois, de manière générale, je pense qu'il faut avoir l'estomac bien accroché quand tu fais ce genre d'aventure, parce que... Ouais, mais alors en fait, moi j'ai eu très peu de... en fait, juste à part... quand il y a eu un peu des chocs, donc là par exemple, c'était quand je passais de la Chine vers les pays en ce temps, où j'ai mangé des produits laitiers, du pain et de la charcuterie, que j'avais pas mangé ça depuis 2 ans. Et là, mon corps a hyper mal réagi, j'étais malade pendant 1 semaine. Mais sinon, j'ai été très rarement malade. En fait, je pense que le corps, il s'habitue au fur et à mesure des pays, et puis il s'habitue un peu à manger n'importe quoi aussi. Ça renforce le système immunitaire. Tu m'étonnes. Toi, t'es blindé, là. T'es blindé. T'en as fait, donc, 60 des pays. Alors, je sais pas, tu sais exactement combien t'en as fait ou, parce que dans tout ce que j'ai lu sur toi, ça dit une 60aine. Donc, c'est plutôt 59 ou 62? Non, c'est 60 pile, 61 avec la France. Ok, après, dans les 60, il y en a certains que j'ai juste traversés, je les ai quand même comptés. Ouais. Et voilà, il y en a où j'ai passé 1 journée, et il y en a où j'ai passé 8 mois. Donc c'est assez inégal. Ouais. Ouais, mais ça compte. Dans la logique du truc, ça compte. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels t'as pas pu aller? Ou t'aurais voulu aller, ou t'as pas pu aller? Ouais, j'ai pas pu aller en Inde et au Népal parce que la frontière avec la Birmanie était fermée. D'accord. Donc j'ai dû faire tout le tour et passer plus haut par la Chine et les pays en ce temps. D'accord. Donc j'avais pas prévu de le faire comme ça à la base. Et après, l'ouest de l'Afrique, où du coup j'ai été bloqué au moment de la pandémie et du coup j'ai réussi à faire de l'avion stop. Mais du coup j'ai sauté ces pays que j'aurais beaucoup aimé voir, dont le Sénégal particulièrement, que j'aurais aimé visiter. Ah Virginie, si tu nous écoutes, Virginie est en ce moment au Sénégal. Donc Virginie, je t'aime. C'est mon épouse. Donc voilà. Ça c'est dit. Un retour à la réalité qui se passe comment en fait? Parce que ça fait pendant 8 ans. J'aime pas trop cette expression de retour à la réalité. Alors non, tu vois, je m'étais dans mes notes. T'as raison, t'as complètement raison. Je me suis mis un retour à une autre réalité. Ouais. Donc, tu vois, même moi, j'ai du mal à me relire. Mais donc, un retour à une autre réalité. Parce que pendant 8 ans, t'as vécu une certaine réalité, justement, qui est faite d'itinérance, qui est faite de rencontres, qui est faite de plein de trucs. Et puis, d'un seul coup, Orléans by night, quoi. Hein, c'est pas la même histoire. Et en fait, ma vie depuis que je suis revenue en France, c'est de la folie. Je suis à 1000 à l'heure. Au contraire, c'est pas du tout ennuyant. Mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus ennuyant. Il faut que ça se calme un peu, c'est ça? En fait, depuis que je suis revenue, en fait, il y a eu le premier mois, je suis arrivée le 14 juillet, après j'ai passé un bon mois à faire un peu un tour de France, le tour des amis, de la famille pour revoir les gens et faire des retrouvailles. Donc j'ai pas mal bougé. Et après, depuis 1 mois là à Orléans, en fait, je suis hyper sollicitée pour. C'est normal, t'es dans le hype là. Hein. Pour plein d'interviews, pour des projets professionnels, pour plein de choses. J'ai un emploi du temps. Moi, j'ai pas du tout tenu d'emploi du temps pendant 8 ans. En fait, c'est complètement un changement de rythme. Pour le coup, je trouve ça hyper stressant. À la fois, c'est cool parce qu'en fait, il y a un enthousiasme général et je m'attendais pas du tout à cet enthousiasme-là. Et à la fois, c'est hyper stressant. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à gérer mon temps, ce que j'arrive pas vraiment à faire. Donc voilà, donc j'espère que ça va quand même se calmer un petit peu.
Mais tu sais, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. T'es sur un truc que tout le monde a rêvé de faire. Alors, il y a plein de gens qui ne feront toute leur vie que d'en rêver. Et toi, tu l'as fait. Et tu l'as fait de manière magistrale, on va dire. C'est-à-dire que tu t'es pas pris 6 mois sabbatiques. Enfin voilà, t'as vécu le truc pleinement, alors intensément, je sais pas, mais pleinement. Et t'étais vraiment, en tout cas dans certains pays, t'as été ancré dans le pays. Quand tu passes 8 mois dans un pays, tu vis le pays, tu vis les gens. Tu peux dire je connais. Ouais, ça donne. Oui, bah je connais. J'ai un bon aperçu, ouais. 8 mois, j'ai un bon aperçu. Okay. Oui, non, moi, j'entends bien. Après, je sais pas si c'est le rêve. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent le tour du monde, mais aussi qui le fantasment. Enfin, en fait, il y a plein de... il y a plein d'emmerdes qui vont avec. Voilà, il y a plein d'emmerdes qui vont avec. Il y a quand même plein de contraintes. Ça veut dire voyager avec un petit budget. Ça veut dire voyager avec peu de confort. Ça, finalement, il y a pas beaucoup de gens qui veulent aussi laisser leur confort, dormir sous une tente. Ouais, c'est vrai. Voilà, mettre les mêmes habits pendant une semaine toutes les semaines. Ouais. Des choses comme ça. Pas voir ses amis et sa famille pendant 8 ans. J'en ai revu quelques-uns au fur et à mesure qu'ils sont venus me rejoindre, mais voilà, il y avait ça. Pour moi, c'était la plus grosse contrainte quand même, c'était de pas voir ma famille et mes amis autant que je voulais pendant 8 ans. S'il y en a un qui écoute là, qui se dit waouh, mais c'est génial, j'y vais. C'est quoi le premier conseil que tu lui donnes? Il va pas. Bah vas-y, hein. Bah vas-y, c'est ça. Non, mais voilà, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, et c'est exactement ça. Et juste, alors, je vais pas prendre plus de temps que ça, mais justement, la 4e année, il se passe un truc, non, dans ta vie? Ouais, j'ai rencontré mon copain chilien en Nouvelle-Zélande. Attends, vas-y. Donc, tu as rencontré un Chilien en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Mais lui, il était pas voyageur, hein. D'accord. Il habitait là-bas depuis déjà 5 ans. Ouais. Donc il était résident, il avait son CDI, ses potes et tout ça. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé Sauf que sympa. tu l'as embarqué dans tes bagages. Bah ouais. Enfin, il s'est embarqué. Ça, c'est de l'amour, excuse-moi, mais... Il s'est embarqué parce que moi, moi je partais, voilà, j'avais déjà prévu de partir en Australie, c'était à la fin de la Nouvelle-Zélande où j'étais déjà resté quand même 8 mois. Ouais. Et on se connaissait depuis quelques mois, mais moi on se connaissait comme amis, pas comme couple. Ouais. Et voilà, et on s'est juste embrassé en partant, et voilà. Et moi, je partais, et il m'a dit, oui, je viendrai te revoir. J'étais là, oui, c'est ça. Et en fait, il m'a vraiment rejoint. Donc, c'était un peu fou de sa part, assez courageux, quoi. De se dire, vas-y, je tente le truc, même si ça marche pas, au moins j'aurais tenté. Donc, il a lâché il a démissionné, il a lâché son appart, il a tout lâché, il m'a rejoint en Australie. Il nous a trouvé un travail pour tous les deux en Australie, donc en plus, c'était top. Ouais. Donc, comme ça, pour le côté pratique, on a pu, lui, il a pu économiser parce que du coup, il avait pas prévu de faire un tour du monde. Bah non. Donc, il a pu économiser pendant quelques mois. C'est l'amour qui avait toqué à sa porte. C'est ça. Et Bah, elle est belle, l'histoire. Ouais, carrément. Et tu l'as ramené jusqu'à Orléans ou pas? Ouais, il est à Orléans maintenant. Oh, le pauvre. Non, voilà. Il est hyper content d'être en France. Alors, en fait, le truc qui est cool, c'est que lui, il est œnologue. Donc, la France, c'est pas mal. Ah, ouais. Voilà. Oui. Voilà. C'est vrai. Et puis, les vins chiliens. Alors là, il y a rien à dire. Ouais, ils sont bons aussi. Ouais, ils sont très, très bons. Ok, je comprends. Tu vois, cette histoire par-dessus, en plus, l'aventure, voilà. Moi, c'est parce que je suis un romantique dans l'âme, donc, c'est des trucs qui me font rêver. Alors tu l'as dit, t'es hyper sollicité en ce moment. Si les gens veulent te contacter, alors on mettra le lien vers ton blog. Ouais, c'est le monde sur le pouce. Si on veut te contacter, c'est quoi le mieux? Le monde sur le pouce, sur mon blog, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ok. Et je confirme, Florence répond quand on lui envoie des messages. Donc voilà, vous pouvez y aller. Florence, les 7 dernières questions rituelles de la colle. Dis-nous, quel est ton mot préféré? Allez, on va dire pouce. Pouce, ouais. Bah ouais, pour une autostoppeuse patentée, en effet. Quel est le mot que tu détestes? Saperlipopette. Je sais pas d'où ça vient celui-là, mais il vient de loin. Est-ce que tu aimes qu'on te dise non? Tu vois, Non, il y a des gens qui aiment bien qu'on leur dise non. Non, je sais pas, mais je pense que non pour toi n'est pas une réponse. Non, j'aime pas qu'on me dise non. Le son ou le bruit que tu aimes?
Le son ou le bruit que j'aime, une rivière ou une fontaine. Ouais. C'est sur tous les invités que j'ai, le bruit de l'eau qui coule, il doit y avoir un truc avec ça. Je sais pas. Mais ça a été prouvé scientifiquement. Hein. Ah ouais? Il y a un truc, en fait, ça dégage, je sais plus, c'est au niveau des ions positifs ou je sais pas quoi, quand quand s'agit d'un chimiquement, jaillissement, c'est prouvé que ça dégage quelque chose qui fait que du coup ça donne une sensation de bien-être. Ok, bon ouais, j'avais lu un article sur ça. Écoute, voilà. Le son ou le bruit que tu détestes? Ah, je déteste les gens qui se liment les ongles. D'accord. Ok, je prends. Je suis pareil. Ça et le papier alu, je peux pas. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Puta la wea. Oula, alors là, va falloir m'expliquer. C'est de l'espagnol. D'accord. Et non, ça se dit plus. La traduction, parce que moi j'ai fait allemand. Hein, ça veut dire en gros, putain l'enfoiré. Ah, d'accord. Ok, non, c'est bon, je valide. La citation que tu aurais aimé prononcer? L'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, on part sur Le Petit Prince Saint-Exupéry. Et pourquoi c'est ça qui te vient? Parce que récemment j'ai écrit quelque chose avec ça. Enfin, j'ai écrit toute une réflexion par rapport à ça. Et voilà. Non, parce qu'en fait, on me demande souvent dans mon voyage, les gens ils veulent savoir, ah, c'était quoi le truc le plus beau que t'as vu, le plus fantastique et tout ça. Et en fait, pour moi, en fait, ce qui est le plus important dans mon voyage, c'est pas forcément ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, c'est plus des choses en fait dans le ressenti et du coup je donne quand même des trucs un peu incroyables qui me sont arrivés, mais c'est pas vraiment des choses que j'ai vues, c'est plus. Ouais, je comprends. Ouais, ça fait pleinement du sens. Et alors, la plus dure, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? High five et qu'il me fasse un check de la main comme ça. Hey, ok. Donc un dieu plutôt funky un peu et anglophone déjà. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, Florence, il me reste à te remercier du temps que tu nous as consacré, que tu m'as consacré. Merci à toi. C'est quand que tu repars en voyage? Eh ben là, j'ai un projet dans une semaine. Sans déconner. Mais c'est un petit voyage, hein. 2 semaines en France. Ouais, enfin la dernière fois, t'es parti pour 8 ans. Alors, ouais. Allez, ben bon voyage. Ouais. Et merci. Et bonne route alors. Merci. Bye bye. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.